La relation père-fille, une relation particulière qui évolue sans cesse. Jusqu'à l'âge de 3 ans, la petite fille porte une affection sans borne à sa mère, puis elle s'éloigne de son premier amour fusionnel, sa maman, pour se tourner vers son papa, devenu l'objet de toute attirance. Quand je suis née, mon papa était à côté de moi et ma mère, elle ne s'est pas trop occupée de moi. Donc il était gentil, passionné, on jouait, on partait au glacier depuis toute petite. Je lui dis tout, lui aussi me dit tout. Papa, il lave mes habits. Quand je dors, quand il oublie que je dois partir à l'école, il me réveille. Pourtant, maman, quand je dors, elle aussi, elle dort. Donc c'est papa qui se réveille pour me réveiller, qui fait que je ne rate pas le coup. Les filles sont beaucoup plus proches de leur papa que de leur maman. J'ai même beaucoup d'amis qui en parlent. Elles sortent beaucoup avec leur papa. Elles aiment plus leur papa, elles aiment se confier à leur papa. Mais moi, par contre, j'ai une bonne relation avec ma maman. Voilà, c'est avec ma maman que je m'entends le plus. Je cause beaucoup avec elle parce que, notre papa, il nous a abandonnés, donc c'est elle, ma meilleure amie. Si le père, il ne m'avait pas abandonné, je l'aurais pris comme un bon ami aussi. On partait souvent dans les restaurants, je lui faisais découvrir, on partait au shawarma, on s'attablait. J'ai des amis qui la voyaient avec moi pensant que c'est ma copine, alors qu'elle dit non, c'est mon papa. La séparation était un peu dure chez moi. Parce qu'à l'habitude qu'on avait, c'est ma première fille, je l'aimais bien. Je me demandais où elle s'en va, est-ce qu'elle serait dans les conditions. Bon, il y a tous ces remords. L'amour est toujours là, parce que même tout on est en contact, même hier même elle m'a appelé. Mère-fils, une autre relation unique, car mettre au monde un fils est une très belle aventure pour une mère. Selon elle, c'est le petit gladiateur qui va conquérir le monde pour sa maman. C'est aussi une relation de séduction entre la mère et son enfant. Avec moi, il reçoit plus de câlins par rapport à son papa, donc c'est ça qui nous lie plus. C'est un truc que je ne sais pas comment expliquer, parce que je n'arrive pas à trouver d'explication à cela. Puisque, selon moi, je prends les deux sur le même pied d'égalité. Mais si l'autre préfère être avec le papa, je peux dire que c'est un truc naturel. De manière générale, l'homme est toujours attiré par son contraire. Voilà, en tant que père, j'ai un amour grand pour mes filles parce que je me dis qu'elles sont, en tant que filles, elles sont un maillon faible. Donc il est de mon devoir là d'être plus attaché à elles pour leur éviter les pièges de la vie, en quelque sorte. Mère-fils, comment trouver la bonne distance? Selon des psychologues, l'allaitement est beaucoup plus long et collé serré avec un garçon, et cet amour inconditionnel de la mère peut tourner à l'obsession, créant plus tard une rivalité avec la belle-fille. De l'amour, juste ce qu'il faut, car les papas excessivement protecteurs sont aussi légion. Père-fille, mère-fils, pourquoi ce lien si fort? Mesdames et messieurs, on joue les prolongations par rapport à ce thème-là, parce que Eva l'a dit, on l'a évoqué la dernière fois, on a tellement eu de réactions et c'est le lieu pour nous de remercier tous ceux qui nous visitent sur nos principales déclinaisons au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. En tout cas, merci pour les messages d'encouragement, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, Madame Bernadette Asson-Nguesson, nous allons mettre l'accent sur le type de père. Oui. Quel type de père, quel type de mère avec son fils, quel type de père avec sa fille, c'est cela? C'est cela. C'est cela et nous disons que la plupart des désastres qui surviennent dans cette relation et dans ce lien si fort, c'est véritablement le caractéristique du type de père qu'on est ou du type de mère qu'on est. La relation que je vais développer avec mon fils ou avec ma fille dépend de ce que je suis, qu'est-ce qui me caractérise, qu'est-ce qui conditionne la façon d'éduquer mon fils, qu'est-ce qui conditionne ma relation à mon fils ou à ma fille. Et donc, de ces caractéristiques-là, on obtient un certain nombre de comportements et ce type de comportements ont une influence dans le caractère et la personnalité de l'enfant qui subit le caractère que nous avons ou la façon dont nous éduquons notre enfant. Oui, un père, par exemple, qui est très nerveux, qui est très nerveux, impulsif, quelle influence ça peut avoir sur sa fille? En fait, le père nerveux, impulsif, va dans la catégorie des pères autoritaires. D'accord? Quand on a un père qui est très autoritaire, il veut fixer les règles et personne n'a le droit de sortir de ce qui a été dit. Quand on va en dehors de cela, si on veut juste en écarter un tout petit peu,
on a le retour qui est la colère, la bastonnade et un certain nombre de choses. Ce type de père, ce type de comportement avec les enfants va les rendre très peureux. Si vous avez l'habitude de crier sur vos enfants, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils n'ont pas la moindre chance de parler avec vous, d'échanger avec vous. S'ils sont dans une situation de terreur permanente, vous êtes en train de construire des personnes qui seront complètement irresponsables, qui seront complètement apeurées dans la vie, qui ne pourront pas prendre des décisions et tout cela. Et leur relation à la jeune femme après, dans sa relation future, parce qu'il ne va pas rester enfant, va être assez compliquée. Ce sont des personnes qui ne pourront pas véritablement s'assumer, ne pourront pas aller vers une fille et tout cela. Et donc, il est important que, par rapport à cette difficulté qui est le père, qui est autoritaire, distant, colérique et tout cela, il est important que les parents qui se reconnaissent dans ce type de caractéristiques apprennent à modeler un peu leur attitude, même leur langage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Des activités communes, accompagner l'enfant, essayer de s'impliquer un peu plus et de cette façon-là, briser la barrière de vous êtes là-bas et moi ici, ou moi je suis là et vous les enfants, vous êtes tous en dessous. Ce type de relation affecte non seulement les enfants, mais aussi la compagne qui est avec ce type de père. Alors, à l'inverse, on a aussi des pères qui sont très permissifs, oui. laxistes, pardon, qui ne contrôlent ou ne veulent même pas voir ce qui se passe à la maison. Ils vont au travail, ils rentrent. Pour eux, c'est la maman qui est censée s'occuper de l'éducation des enfants. Oui. Même quand les enfants font des bêtises, on dira, sous leurs yeux, ils ne les réprimandent pas parce qu'ils sont complètement détachés de cela. C'est cela. C'est l'association que nous pouvons faire, autoritaire et distant. Le distant, c'est exactement ce que vous avez décrit. Mais si vous ne vous impliquez pas dans l'éducation de votre enfant, si le petit garçon n'a pas le modèle masculin, le modèle de l'autorité, à qui s'identifiera-t-il? Il lui faut un identifiant pour construire sa personnalité. Si vous n'intervenez pas, si vous le laissez faire, demain, ce sera une personne qui n'aura pas de limite. Elle ne saura pas. D'abord, dans son rôle masculin de garçon ou de père qu'il va devenir, ça va lui être très difficile. Il ne saura pas les limites. Il ne pourra pas s'imposer de limites. Et s'il ne peut pas s'imposer de limites, c'est une personne qui sera très difficile à vivre dans la société. Car la société met des limites. Si les parents ne peuvent pas les mettre, la société, elle se charge de mettre les limites. Et il s'en apercevra très vite à l'école déjà. À la vérité, docteur, c'est un véritable jeu d'équilibrisme. D'équilibrisme, absolument. Parce qu'à côté du père autoritaire, il y a fort heureusement une autre catégorie de père qui est le père complice. Le père complice, c'est le père père charmeur. Père charmeur qui très tôt, déjà dès le bas âge, va s'impliquer déjà dans l'éducation de l'enfant, dans la prise en charge de l'enfant en lui donnant son bain. Bon, ça, ce ne sont peut-être pas des pratiques que nous avons habituellement chez nous, ici, mais de plus en plus de jeunes parents donnent le bain à leurs enfants, changent les couches, vont, comme l'élément l'a dit, la jeune fille qui dit mon père m'amenait déjà toute petite au glacier, j'étais tout le temps avec lui. Qui disent je t'aime à leurs enfants. Qui disent je t'aime, même si dans nos cultures, dire je t'aime, c'est quelque chose de très compliqué, même quand on est adulte. On a beaucoup de pudeur. On a beaucoup de pudeur. Les parents s'impliquent. Ils s'impliquent et donc créent une certaine complicité avec leur enfant. Et ça, c'est ce qu'il faut rechercher. À cet enfant-là, rien ne lui sera étranger, rien ne lui résistera, parce qu'il se sentira très fort. Parce qu'il a l'approbation du père, qui l'a encadré, qui a été son complice dans tout, et qui sait qu'il a vraiment guidé. Prends ma main et guide-moi. Qui a pris sa main et qui l'a conduit sur le chemin donc, de son éducation et de son développement. Cet enfant-là... des parents à qui on se confie plus facilement. Oui, parce qu'il y a un dialogue qui est instauré quand l'enfant rencontre des problèmes à l'école, les premières amours, on en parlait la semaine, il y a 2 semaines. L'enfant est plus apte à se confier à ce père-là. En sécurité. Il se sent en sécurité et d'ailleurs ce type de relation
crée plus tard, à l'âge adulte pour l'enfant, d'être des véritables confidents. Pour la petite fille, le père qui a eu ce type de relation complice avec elle devient son confident. Mais de grâce, ne confondons pas confident et celui à qui on confie les secrets. Fort malheureusement, il y a des parents, mères ou pères, qui font de leurs enfants une complicité malsaine à garder des secrets. L'enfant n'est pas avec qui il faut partager les secrets. D'adultes. Non, il ne faut pas le faire parce que vous le mettez dans un poids de responsabilité qu'il n'est pas encore prêt à assumer dans son développement. Ça peut déranger sa psychologie. Ça peut déranger sa personnalité. Il peut se cristalliser sur le secret et cela va apporter des comportements très déviants à l'âge adulte. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout dire devant les enfants. Non, tout il faire faut devant les enfants. s'abstenir. Pour donner par exemple un exemple de ce que vous disiez, il y a des pères par exemple qui ont des doubles vies, qui ont une deuxième famille et on prend l'enfant à la sortie de l'école qui va rendre visite à ses petits frères, ses petites soeurs, alors que la mère ne le sait pas. Donc l'enfant porte ce secret-là, il porte cette charge et grandit avec, comme Marco le disait, ça peut déranger sa psychologie. Non, ce n'est pas que ça peut. C'est véritablement un danger de se conduire ainsi avec son enfant. Vous ne pouvez pas... La personne à qui vous deviez parler de cette double vie, ce n'est pas vos enfants. C'est votre partenaire de vie. C'est votre partenaire de vie. Tout au plus, peut-être à un ami, mais la première personne concernée, c'est le partenaire de vie. Et donc, vous chargez l'enfant, vous le rendez coupable parce que c'est une relation malsaine, généralement cachée. Et donc, elle est malsaine. Et vous rendez cet enfant complice de quelque chose qui n'est pas bon. Donc, il y a le poids de la culpabilité parce que, qu'on le dise, l'enfant, on apprend à l'enfant dès le bas âge ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On lui apprend cela dans son éducation. À moins que ce parent qui s'adonne à cette chose-là n'a jamais appris à son enfant dès le bas âge à lui montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. S'il ne l'a pas fait, bon, alors cela se comprend qu'il puisse faire de son enfant un coéquipier de banditisme. Mais cet enfant-là, il faut véritablement il faut le sortir absolument de cette relation parce que cela crée en lui une forte culpabilité et qu'il ne peut pas toujours supporter. Il le cachera, mais il ne le supportera pas et son caractère s'en trouvera très perturbé. Parlons de coéquipiers, pour faire sourire Eva, mais coéquipiers, mais là, pour la famille, on a parlé du type de père, autoritaire, charmeur, amoureux, qui est dangereux, qui idéalise, généralement qui donne le nom de sa maman à sa fille, voilà, qui la chouchoute, qui l'envoie dans tous les endroits huppés, pour ne pas que demain un homme puisse la séduire avec un ticket de cinéma ou un ticket ou un poulet. Et alors, par rapport au type de mère, c'est très très important aussi. Alors, le type de mère, son influence sur le fils, ça là c'est toute la vie. Hein. Alors, tout à l'heure nous parlons juste du type de père et nous parlons le type amoureux, du père amoureux qui peut conduire à l'inceste. Hein. Et cette version existe chez la mère. La mère qui a investi son fils comme son objet amoureux, son idéal masculin, l'homme que j'aurais dû épouser, qu'il me fallait dans ma vie, bon, je l'ai, il est à moi. Ces deux types, que ce soit le père ou que ce soit la mère possessive, amoureuse et tout cela, conduit très généralement à l'inceste. Plus grave, chez la femme, elle est en train de fabriquer un misogyne. Ah bon? Ah oui. Si son univers entier, c'est mon petit garçon qu'elle a investi totalement, ce petit garçon-là ne connaîtra que l'amour que sa mère lui a donné. Mais cet amour a été tellement pesant, tellement fort, tellement étouffant. On va dire tellement violent. Tellement violent qu'il subit parfois des attouchements. Les gestes maternels qui devaient être posés deviennent des gestes sexuels. Cet enfant subit tout cela. Et attention, c'est une déviation. Quand la rupture se produit, c'est une déviation systématique irrécupérable parce que généralement, la séparation, elle est très violente, elle est brutale et elle est parfois et malheureusement
définitive. C'est-à-dire que le petit garçon s'en va, on perd son fils, mais avec lui beaucoup d'autres choses. Alors ça, c'était le type de mère très amoureuse, très accaparante. À côté de ça, dans le type de mère amoureuse, il y en a celles qui sont séductrices, qui ne vont pas à l'excès de la chose. Parce que dans cette catégorie, on peut mettre aussi les surprotectrices. Elles vont vouloir protéger l'enfant, elles vont vouloir lui donner tout. Elles font effectivement des hommes très forts parce que la puissance de l'amour qu'elles donnent fait que l'enfant se sent véritablement bien. Il est suffisamment, affectivement, bien rassasié, il est bien rempli d'amour. Et donc, ça lui donne de la force parce que l'amour que la mère a donné lui donne de pouvoir tout faire. De pouvoir tout faire. Il se dit qu'il n'a pas des ailes, il n'a pas de limite, il fait tout, il a de bons résultats, il a de grands exploits dans la vie professionnelle. Mais attention, tout cela peut compliquer aussi son existence. Plus tard, quand il va se séparer de cet amour, parce que naturellement, il va devoir se séparer de cet amour de la mère, supportatrice et tout cela, plus tard, ce sera ce jeune homme qui va être à la recherche donc, de cette mère-là, qu'il a couvée. Et s'il ne trouve pas, ben, ça sera une conquête, de conquête en conquête. Et finalement, le prince charmant qu'on avait, qui était à la maison, devient un véritable Don Juan. Et qui dit Don Juan, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup de risques pour sa vie. Il va pouvoir faire une rupture aussi, qui va être... Eva, c'est vous êtes en train de nous dire que le trop plein d'amour peut provoquer fabriquer un homme frivole. Absolument. Mais au-delà de ça, même à côté de cela, je dirais, pour parler de ces mères surprotectrices-là qui donnent tout à leurs enfants, qui aiment tellement leurs garçons, qui résolvent leurs problèmes au quotidien, etc. Est-ce qu'on ne risque pas d'en faire des adultes incompétents, justement, dans leur vie personnelle, en tout cas, je veux dire? Parce que quand ils arrivent même à se poser, la mère est toujours présente dans le foyer. Ils n'arrivent pas à prendre de décision sans l'aval de la mère, pour tout, pour rien. S'ils doivent déménager, s'ils doivent emménager, même le prénom de leurs enfants, le nombre d'enfants qu'ils doivent faire, etc., etc. Absolument. Et cela est d'autant plus grave que ces mamans ne font pas la différence entre le fils, le bébé qu'elles ont eu jusqu'au fils qui est devenu et qui est le futur époux de quelqu'un d'autre. Elles s'investissent entièrement en lui. Elles vont jusqu'à choisir les vêtements. Oui. Elles vont jusqu'à choisir ce que mon fils doit manger. Ce qu'il va manger. Et quand il est malade, il y a des couples. C'est elle qui vient, qui joue l'infirmière. C'est l'infirmière. C'est l'infirmière. Dormir avec lui à ses côtés. À ses côtés et tout cela. C'est pour ça que nous disons, il faut faire très attention parce que cet enfant-là, pensant bien faire pour l'aider dans sa vie, effectivement, vous l'écartez donc de tout autre amour que votre amour qu'il a connu. Et cela est très dangereux. Ce sont ces genres de mamans qui ne savent pas, qui n'acceptent pas que leur fils prenne une autre femme en dehors d'elle. Et donc, elles vont vouloir même choisir la belle-fille. Il n'y a aucune belle-fille qui est suffisamment bien pour son fils. Elle va vouloir conduire. Et ce jeune homme-là va vouloir choisir une fille qu'on peut dompter. Celle qui a du caractère ne l'intéressera pas. Il va vouloir chercher celle qui peut dompter, qui dit facilement oui, qu'on peut... De telle sorte que la mère adopte et son fils qui est sa chose et adopte donc une fille pour son fils. Ce n'est pas une épouse, mais c'est l'adoption d'une autre fille pour son fils, comme on achète un jouet à son enfant. D'aucuns disent que concernant le père et la fille est appelée à se marier, le mari peut-être peut rattraper. Oui. Alors que pour le fils et la mère, c'est le fils qui sera le chef de famille. Là, c'est dangereux. C'est dangereux, mais ce n'est pas tout le temps que l'époux peut rattraper. S'il a beaucoup de tact et s'ils se font aider dans le couple, ils peuvent corriger les choses. Mais c'est d'autant plus grave. La relation mère-fils est d'autant plus grave parce que nous avons parlé de l'origine. C'est depuis le sein. Tout ce qu'elle a nourri et qu'elle reproduit quand l'enfant est devant elle. Et donc, il faut véritablement dire aux mamans de faire très attention. C'est vrai, nous devons aimer nos enfants, nos fils. Nous avons tendance à les aimer bien plus que nos filles, mais il faut faire attention, il y a une limite. Le fils qui sort de mon sein n'est pas mon époux, n'est pas mon idéal d'homme. Il faut le laisser grandir et faire sa vie
Parce que si, imaginez si la mère de votre époux avait fait la même chose à son fils, vous ne serez pas dans ce couple-là. Vous ne serez pas dans ce mariage, heureuse ou non. Beaucoup Et à ça, dire. c'est encore quand le couple et le mariage tient encore. Bien souvent, quand les parents sont séparés dans des familles monoparentales, par exemple, certaines mères et même certains pères ont tendance à dénigrer le partenaire qui n'est plus là, à le diaboliser aux yeux des enfants. Et là, c'est très grave. C'est très, très, très grave parce que à un moment donné, cette personne a partagé votre vie. Vous aviez mis ensemble quelque chose. Et ce qui est sorti de cette relation, ce sont ces enfants à qui vous êtes en train de dire, attention, il faut voir autrement. Alors qu'ils ont eu le temps quand même de voir un certain nombre de choses. Donc, vous allez... Qu'est-ce que vous mettez dans le caractère de ces personnes-là? Ce seront des personnes qui vont être indécises. Aujourd'hui, c'est ça, des versatiles puissants. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ça, parce que j'ai connu un père qui était comme ça, ou j'ai connu une mère qui était comme ça. Et puis, demain, on me dit, non, que cette mère ou ce père que j'ai connu n'est pas cela et ceci. Où est la vérité? Qu'est-ce que je dois faire? Et généralement, ce sont ces mères qui sont des castratrices, et qui vont donc imposer un certain nombre de choses, qui vont interdire même à l'enfant d'avoir la libre pensée, alors qu'un enfant qui ne peut pas penser, qui ne peut pas découvrir, qui ne peut pas faire des erreurs et se corriger, c'est un enfant qui est voué à beaucoup de difficultés, qui ne pourra pas construire une vie familiale. C'est injuste, hein. Quand c'est avec vous, le temps passe tellement vite. Il est 26, là, il nous reste seulement une seule minute. Alors, le temps pour synthétiser et revenir là-dessus. Alors, pour dire qu'à côté de cela, il y a la mère persécutrice et distante qui est plus grave, qui se sent mal dans sa peau, et donc qui va faire revivre tout cela à son enfant. Elle va vouloir acheter des choses pour combler le vide, mais effectivement, elle ne peut pas s'impliquer. Physiquement même, elle ne peut pas s'impliquer, c'est elle qui ne peut pas s'occuper de son enfant. Alors, il est bon de savoir que le type de père que nous sommes, le type de mère que nous sommes, influence gravement la vie de nos enfants. Le juste milieu, c'est d'être une mère bienveillante et d'être un père bienveillant, un père complice. Un père cool. Un père cool. Mais dans le cool, il y a quand même des limites à ne pas faire couler. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, il faut également faire la différence entre la relation qu'on a pu avoir avec un homme ou avec une femme, de la relation que cet homme ou cette femme-là a avec son enfant. C'est deux choses complètement différentes. Merci, professeur Eva. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour ce thème très intéressant. Je rappelle que vous pouvez continuer le débat chez vous. Hein. C'est ça l'objectif de nos principales thématiques tous les jours, du lundi au vendredi sur RTI 1. Et Madame Bernadette Assou-Nguessan est le pilier de nos thématiques famille chaque mercredi. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Concernant les délégations, encore une fois, Aquaba, Dansé, Fota, Mana. Et puis, si vous voulez découvrir l'envers du décor, pas ce côté forcément officiel, mais les bons coins d'Abidjan, bon, essayez de contacter Matin Bonheur. Hein. Eva et moi, on se fera fort de vous guider. Pourquoi pas, Eva, n'est-ce pas? Allez, bonne journée et on se retrouve demain, toujours, oui, toujours, avec le même plaisir. Ciao, ciao.